Il est 9h30, vous êtes sur Europe 1, vous êtes sur CNews, on est avec Richard Millet, Maître Pascal-Pierre Garbarini, Philippe Bilger, Maï-Hélène Trémollet, journaliste politique européen que vous écoutez maintenant régulièrement sur les antennes d'Europe, mais aussi avec nous chaque jeudi, Thomas Bonnet, Vincent Hervouette. Alors, cette information que je trouve sidérante, la SNCF a lancé sa nouvelle offre sur TGV Inouï qui comprend l'accès à un espace sans enfants. Ce mois-ci, la SNCF... Alors, il y a un petit communiqué quand même de la SNCF qui dit non, les enfants ne sont pas exclus de nos TGV, notre offre... Optimum occupe moins de 8% de l'espace d'un TGV Inouï et du lundi au vendredi uniquement. Les enfants ont le droit de voyager le dimanche. Alors en fait, c'est parce que c'est pour les professionnels, sans doute, qui veulent travailler tranquillement et qui ne veulent pas entendre les enfants. Chaque année, un nombre croissant de familles voyagent à bord de nos TGV Inouï, ce qui est vrai. Nos trains sont pensés pour tous et nous y tenons. Mais évidemment que ça dit quelque chose de l'époque et de la société. Alors bon, on va pas c'est 8% sans doute. Mais qu'est-ce que vous en pensez, Maï-Hélène ? Moi, je ne suis pas du tout pour, personnellement. J'entends les gens qui disent « je veux pouvoir travailler dans le train, etc. » Mais je considère qu'un enfant n'apprendra jamais à se tenir avec des adultes s'il n'y est pas confronté. On peut parler pendant longtemps des nouveaux modes d'éducation, de l'éducation des parents, etc. Mais ce n'est pas à un espace public, pour moi, de choisir si oui ou non un enfant peut prendre le train, par exemple. Et pareil pour les hôtels, et pareil pour les restaurants, et pareil pour les plages. Et c'est même discriminant, j'ai l'impression que... Oui, moi je trouve qu'il y a une forme de discrimination. C'est discriminant, je suis même pas sûr que ça ne tombe pas sous le coup de la loi. C'est une classe spéciale qui sera en plus assez chère. Il s'agit d'une quarantaine de places. Oui, c'est vraiment les gens qui vont payer plus cher. Pascal-Pierre Garbarini. Moi je trouve que le message il est très mauvais, puisqu'on est en pleine crise de natalité. Donc en fait, on fait encore un focus sur les enfants et entre guillemets, les enfants, on peut avoir les enfants gênent. Donc moi, je trouve que c'est alors très très mauvais. Si vous voulez avoir l'esprit de cette initiative, le concept du no kids, donc pas d'enfants dans les restaurants, pas d'enfants dans les hôtels, ça vient de la Corée du Nord. C'est pas exactement le même type de culture et moi Et c'est pas la même chose les restaurants. Parce que vous voyez les restaurants, ça faisait partie des lois non écrites. Tu n'emmenais pas ton enfant au restaurant avant qu'il sache se tenir à table. Alors pourquoi il y a des menus enfants ? Non. Moi, j'ai eu des enfants, je les amenais pas au restaurant quand ils avaient 2 ans. Voilà, c'était des lois non écrites. Pourquoi ? Parce que tu sais que tu peux déranger les autres. C'est aussi simple que ça, parce que ton enfant peut pleurer, peut crier, etc. C'est la responsabilité des parents. C'est exactement. Mais ça fait partie des lois non écrites au restaurant. Donc, tu n'avais pas à ennuyer les uns et les autres, tu t'arrangeais, tu faisais bon. Le train, c'est différent, parce que effectivement, tu dois voyager. Il me semble que c'est pas la même chose. Mais on est peut-être tous hypocrites. Peut-être qu'on est très heureux d'être dans un wagon où il n'y a pas d'enfants, parce qu'on est plus tranquille. J'ai l'impression que vous, avec les enfants, vous êtes rapidement agacés. Les enfants mal élevés. Non, les enfants. Oui, mal élevés. Mais vous les trouvez... Oui. Mais j'ai l'impression que ça peut vous agacer assez vite, les enfants qui... Les enfants des autres. Oui. C'est un peu comme les maladies des autres. On manque un petit peu de patience. Non, vous ne savez pas Oui. Les amours des autres, si, les amours des autres, c'est plus intéressant. Non, les enfants des autres, bah évidemment, quand ils vous montent dessus, quand ils vous grimpent dessus, quand ils vous tirent les cheveux, et que leurs parents restent totalement passifs et indifférents, quand ils ont été éduqués à ne rien réfréner de leur pulsion immédiate, c'est insupportable, oui. Donc c'est pas les enfants qu'on engueule dans ces cas-là, c'est les parents, mais ils le prennent très mal. Oui, alors ça, il ne faut jamais intervenir auprès des parents. Voilà. Ah non, parce que là, ça se passe mal. Là, ça se finit en pugilat. Vous n'allez pas vous permettre non plus de donner une paire de claques Non, tu dis rien, t'attends, tu patientes. Tu prends ton mal en patience. Oui, bien sûr. Mais effectivement, c'est ce qui se passe. On va... Oui, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous n'avez pas... On va au bout du wagon. Dans la voiture. Est-ce qu'il y a des espaces no dogs ? No dogs ? Oui. Parce qu'on veut interdire les enfants dans certains compartiments, mais les chiens abondent de plus en plus. Alors, oui, mais ils sont en cage, vous avez remarqué ? Être importuné par les enfants ou être importuné par des animaux quand je voyage. Et vous êtes quoi ? Vous êtes fou, en fait. Non, je ne suis pas fou. Je suis quelqu'un de rationnel. Non, j'aime la politesse. Vous voulez mettre les enfants dans des petites cages ? J'aime la politesse. Comment ? Vous voulez mettre les enfants dans des petites cages ? Non, pas du tout. Je veux dire que j'ai l'impression qu'avant, on voyageait, il n'y avait pas de chiens. C'était interdit. Ils voyageaient dans des soutes. Ouais. Maintenant, les chiens sont partout. Vous marchez sur un pitbull et vous voyez ce qui se passe dans le train. Si vous marchez sur un pitbull, vous allez franchement, n'importe quoi. Mais autour de vous, il n'y a pas beaucoup de... Mais n'importe quoi. Et marcher régulièrement sur Vous des connaissez pitbulls. quelqu'un qui a marché sur un On appelle pas il ça a mal au mollet, du coup. Non, moi, ce qui m'amuse... Non, mais dans le train, il y a tout. Tu vois un type qui rentre avec son vélo. Omar Sy a bien pris Oui, mais le ça fait train. pas. Bon, allez.
L'audiovisuel public. L'audiovisuel public, parce que c'était très intéressant. Alors, hier, il y avait monsieur Antoine Chuzeville, qui est donc journaliste. Il est journaliste, en tout cas, il est, je crois, vice-président du CNJ. SNJ, ouais. Bon, SNJ, c'est pas... Syndicat national des journalistes. Ouais. Bon, c'est un syndicat qui est plutôt à gauche. Plutôt à gauche. Bon, alors lui, évidemment, au fond, on va l'entendre, il est plutôt pour le cordon sanitaire. C'est-à-dire qu'il aimerait entendre que des gens qui pensent comme lui. C'est ça que je retiens, même s'il ne le dit pas vraiment comme ça. Bon, il cite l'exemple de la Belgique où un cordon sanitaire existe, ce qui fait qu'on ne reçoit pas ceux qui sont étiquetés d'extrême droite. Mais qui est d'extrême droite, qui ne l'est pas? On entre là, évidemment, dans des considérations qui sont assez subjectives, bien souvent. Écoutons monsieur Chuzeville avec Charles Lalonde, qui a été une nouvelle fois remarquable hier. Pour moi, il ne s'agit pas de censure en réalité. De leur point de vue, c'est une question de responsabilité à l'égard des propos qui pourraient être tenus et finalement de contrôle de l'antenne, ce qui est tout à fait raccord avec les chartes déontologiques des journalistes que mon organisation notamment reconnaît et applique. C'est dans ce cadre-là que le cordon sanitaire a été mis en place pour assurer une responsabilité de la RTBF notamment et d'autres médias sur les propos qui sont tenus. En ce qui concerne notre opinion sur la question, parce que c'est la question qui est posée, on trouve que c'est une solution intéressante qu'on ne revendique pas particulièrement. De toute façon, le cadre français ne le permet pas aujourd'hui. Bon, c'est intéressant. Au fond, ces gens-là, et c'est pour ça que tu les retrouves sur le service public, ça les ennuie, toutes les paroles divergentes. C'est toujours la même chose. Je passe mon temps à dire que CNews, qui attaque le plus CNews aujourd'hui? Les journalistes. Voilà. Plus encore que les politiques. Les journalistes. C'est formidable d'ailleurs d'être attaqué par des journalistes. C'est même pas le public, ce sont les journalistes. Ça, je veux dire, pour eux, manifestement, une pensée qui ne soit pas conformiste, ils n'en ont pas envie. Le cordon sanitaire existe déjà de fait dans certaines émissions qui refusent d'inviter le Rassemblement national et Reconquête. Je pense à nos amis de Quotidien, par exemple, qui refusent d'inviter ces responsables politiques-là, qui le revendiquent d'ailleurs. Ils avaient dit au départ qu'ils n'inviteraient plus aucun politique. Bon, je vois que la règle, finalement, a évolué. Ils invitent des politiques, mais plus ceux... c'est leur droit, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont le droit, ça me gêne ça pas. s'applique déjà de fait. Après, ils doivent équilibrer les temps de parole autrement. J'imagine qu'ils doivent... Ça me gêne pas. Ils avancent pas masqués. Bon. Là où ça devient embêtant, c'est quand c'est le service public qui peut porter ce discours-là, d'avoir peut-être une aspiration à instaurer un cordon sanitaire comme en Belgique. Là, effectivement... Pour ceux qui payent leurs impôts, c'est embêtant. Moi, ce que je relève, c'est Pierre Garbarini. Ce que je relève, c'est la dernière phrase. Oui. Le cadre législatif ne le permet pas, virgule, aujourd'hui. Ah oui. Aujourd'hui. Mais ils rêvent de censure, tous ces gens-là. Moi, je les connais, ça fait 40 ans que je suis avec eux, donc je les connais. Ils ne rêvent que de censure et d'interdire. Bien évidemment, ils ne supportent pas. Et pour la première fois, depuis bien longtemps, ils sont mis en difficulté parce qu'on les interroge. Mais quand on n'a pas la contradiction, c'est tellement plus facile. Bah évidemment. Alors là, il a été interrogé, ce monsieur Chuzeville, sur pourquoi on dit extrême droite pour RN et UDR et pourquoi on ne dit pas extrême gauche pour la France insoumise. Extrême droite, on sait très bien pourquoi c'est utilisé. C'est pour disqualifier. Pour disqualifier. Faire peur. Ben voilà. Donc, alors. C'est paresseux d'ailleurs de dire extrême droite pour des mouvements et des structures qui ne se ressemblent absolument pas. Mais c'est exaspérant, je suis d'accord avec vous, mais c'est le monde médiatique, journalistique dans lequel nous évoluons depuis toujours. Alors écoutons ce monsieur Chuzeville qui dit ah, c'est pas du tout pareil, LFI et RN. Je suis assez d'accord avec lui d'ailleurs, c'est pas du tout pareil. Parce que ça correspond à son positionnement politique, à son programme, à sa place dans la vie politique française. Il nous semble que c'est un qualificatif qui se justifie totalement. Encore une fois, c'est la liberté éditoriale de chaque média. La France insoumise n'est pas toujours qualifiée d'extrême gauche sur les antennes de l'audiovisuel public. Ça peut plutôt concerner des formations comme Lutte ouvrière ou le nouveau parti anticapitaliste, par exemple. Après, c'est pas, encore une fois, c'est pas systématique, mais oui, la France insoumise n'est pas classée à l'extrême gauche dans la plupart des reportages politiques de l'audiovisuel public. Bon, je vais remercier j'allais dire Donald Trump. Ça va mal. Je vais remercier Vincent Hervouette qui était sur notre plateau et je sais que vous avez un rendez-vous. Oui, je suis désolé. Vous filez le monde.
Vous courez le monde. Bon, merci. Je le dis tous les matins, mais merci vraiment. Non, c'est ma fête aujourd'hui. Voilà, c'est la Saint-Vincent. Mais oui, en plus. Voilà, donc voilà. Non, mais avec vous, en ce moment, c'est ma fête à chaque fois que je viens chez vous. Bah, écoutez, je droit à des hommages, des honneurs. J'ai l'impression d'être un peu mort. Mais c'est très agréable. Hein. Mais non, mais c'est important que vous soyez avec nous, surtout. Bon, c'est intéressant ce qu'il dit, ce monsieur, si j'ose dire, Maya-Hélène Trémollet. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il parle de la France insoumise. Et la France insoumise, précisément, a fait un communiqué mardi dans lequel elle explique que Jérémy Patry-Létus, le président de la commission d'enquête, a lui cédé à l'extrême droite. Donc ça y est, Jérémy Patry-Létus, député Horizon, président de la commission d'enquête, aurait cédé à l'extrême droite. Pourquoi ? Parce qu'il critique les humoristes de France Inter et il se pose la question, est-ce de l'humour ou non ? Il y a quand même une différence de lecture parce que le Rassemblement national ne passe pas son temps à faire des communiqués pour expliquer ce qui est d'extrême gauche ou non. La France insoumise, elle, se le permet sans problème. C'est très intéressant quand vous regardez la définition de l'extrême droite. Qui aujourd'hui dans notre pays, quel parti aujourd'hui dans notre pays veut contourner le Parlement ? C'est l'antiparlementarisme est une des caractéristiques de l'extrême droite. Qui veut un troisième tour dans la rue ? Qui trie les citoyens en fonction de leur couleur de peau ou de leur religion ? Qui s'acoquine avec des régimes totalitaires qui sont des régimes tyranniques ? Moi, je vois un parti qui le fait, c'est la France Insoumise précisément. Donc je pense qu'il coche un certain nombre de cases de l'extrême droite. Et c'est intéressant de C'est pourquoi je disais tout à l'heure, le Rassemblement National et LFI, je rejoins M. Chudé, c'est pas du tout la même chose, mais pas comme il l'entend peut-être. Donc je veux bien mettre des points sur... Et vous avez évoqué quelque chose de très intéressant. Maya-Hélène Trémollet. Vous avez utilisé le terme de disqualification. Mais bien sûr, c'est pour ça. C'est ce qu'essaie de faire une partie de la classe politique française sur cette commission d'enquête. Ils essaient de disqualifier cette commission d'enquête en disant qu'il n'y a plus de débat parlementaire. Et Jérémy Patry-Létus, député Horizon, et Charles Laloncle, député UDR, justement se battent pour essayer de rendre cette commission d'enquête crédible. Donc la disqualification, c'est quelque chose qui fonctionne et que ces gens essaient à tout prix de mettre en place sur... Mais quand je dis qu'il y a un système, le système, c'est quand même Charles Laloncle. Et là, je prends à témoin tous les téléspectateurs qui nous prennent. Il est allumé sur Quotidien, qui a quand même un pouvoir important. C'est leur droit. Il est vilipendé matin, midi et soir dans Libération, avec des portraits à charge, etc. Il est vilipendé dans Le Monde. Donc vous voyez bien qu'il y a collusion entre tous ces médias qui pensent la même chose. Je les connais, je vis avec eux depuis 40 ans. J'ai rien contre eux, les journalistes d'ailleurs. Je sais ce qu'ils pensent. Et ils pensent à 90%. C'est pour ça que Libé... Souvent, je vous ai dit ça, Libé a très peu d'influence dans l'espace public, j'ai envie de dire. Oui. Mais en revanche, là où c'est intéressant, c'est que Libération représente 80% ou 90% de la sensibilité journalistique. Voilà, tous ceux qui lisent Libé sont plutôt d'accord avec eux. Et vous avez un monde déconnecté. C'est pour ça d'ailleurs que la presse se vend pas très bien non plus, hein, et que la presse allemande, elle se vend mieux, que la presse anglaise, elle se vend mieux, que la presse américaine, elle se vend mieux. Parce que vous avez une presse qui est déconnecté du plus grand nombre, voilà, et qui n'a aucune influence d'ailleurs à l'arrivée. Vous ne diriez pas que sur CNews, Pascal, on pense tous la même chose? La preuve que non, puisque vous êtes là. Oui, mais moi, je veux dire, vous êtes l'exact contraire, non. Puisque vous êtes. Oui. Vous m'avez expliqué tout à l'heure, je suis entré en conflit avec vous. Absolument, mais en général. Mais en général, ça veut dire quoi, puisque vous êtes là? Non, mais je vous pose une question précise. Mais hier soir, j'étais avec André Valigny. Et vous pensez que, effectivement, d'abord, il y a des gens qui ne veulent pas venir sur CNews, parce que vous m'interrogez, donc je les interroge. Eux, ils ne veulent pas venir. Ils ne veulent pas venir. Et puis, comment dire, la parole est libre, vous en êtes le représentant. Oui, non, mais ce qui m'intéressait, c'était votre critique de la pensée unique ailleurs. Et je la trouve très pertinente, votre critique, mais j'ai l'impression que parfois sur CNews, nous avons une pensée homogène. Mais là où vous vous trompez, Philippe Bilger, c'est que qu'est-ce que j'ai dit il y a 2 secondes? Je ne parle pas de CNews, d'un média. Je dis 90% de la presse pense pareil. Ça n'a rien à voir avec CNews. Et donc, ne pense pas, comme le disait très bien François. C'est ça qui est intéressant. Qu'il y ait une homogénéité de paroles sur CNews, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de dire que vous avez un espace médiatique qui, à 90 ou 95%, pense la même chose. Ne confondons pas. C'est ça qui est le plus intéressant. Oui. Me semble-t-il. Oui. Ne confondons pas homogénéité et consensuel. C'est tout à fait différent. Alors là, il faut que vous alliez plus loin peut-être dans cette définition, parce qu'il faut que vous apportiez quelques éléments de réflexion. Je veux dire que le consensus est un processus qui aboutit à une espèce de doxa
n'est-ce pas? Une doxa qui est perpétuée et qui n'a pas seulement une vocation politique, qui est aussi économique. On le voit dans l'édition, dans le journalisme, dans la politique aussi. Tandis que l'homogénéité, c'est la recherche d'une convergence d'opinions qui se discutent elles-mêmes, qui cherchent un équilibre. C'est tout à fait différent, selon moi. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais en tout cas... Oui. Non, mais je suis plutôt d'accord avec vous. Il y avait un dernier passage que je voulais vous montrer sur cette commission de l'audiovisuel public. En fait, je vous assure, il faut être fort pour résister comme il fait Charles Lalonde. Ah, il le fait bien. Mais oui, mais il faut être vraiment en béton armé, parce que tu n'as que des coups à prendre. On te traite d'extrême droite, que tu fais mal ton job, etc. Alors que la vérité, c'est le contraire. Et c'est ça qui les rend dingues, en fait. C'est que le type est très bon et il ne fait pas de faute. Parce que s'il avait fait une faute, croyez-moi, ça serait compliqué. Donc, et il pose des questions et il attend les réponses. Je pense que c'est plutôt valorisant pour lui. Quand vous êtes attaqué par toute la presse comme ça, vu l'image que les Français ont des journalistes aujourd'hui, je pense pas que ce soit néfaste pour lui. Alors, ça va être dur à affronter, je suis d'accord avec vous. Il faut savoir encaisser ça. Mais je pense qu'à la fin, ça le renforce plus qu'autre chose. C'est contre-productif totalement. Après, à la fin, il lui restera quand même un défi. C'est celui de produire un rapport avec des propositions de résultats et de solutions. Parce qu'il ne peut pas faire seulement 6 mois à dénoncer ce qui se passe, les éventuels gabegies de l'audiovisuel public. Le sujet, c'est aussi de proposer quelque chose pour améliorer le service public, pour donner justement toute sa crédibilité à cette commission d'enquête. J'ai reçu un petit message sur... Je vais vous le lire. Tiens, je ne les lis pas d'habitude, mais je vais vous le lire. À l'oncle est exceptionnel. Si tous pouvait être comme lui. En quoi se distingue-t-il des autres? De fait, il est devenu en quelques jours un véritable personnage, en faisant précisément preuve de qualité oubliée de la classe politique, intelligent, intelligible, travailleur, informé, clair, méthodique, structuré, connaît son sujet sur le bout des doigts, calme, imperturbable, ton égal, courtois, néanmoins ne cherche nullement à plaire. Persévérant, ne lâche pas le morceau, exerce son droit de suite. Et surtout, contrairement à ses collègues, il donne le sentiment de n'avoir peur de rien ni de personne. Jamais énervé ou démonté, garde le regard fixé sur la ligne bleue des Vosges, exposé au grand jour les innombrables scandales du service public. On lui a confié une mission, à la surprise générale, il l'a remplie, il l'a préparée superbement, l'amène avec brio, ne se laisse pas impressionner par les aboiements, ira jusqu'au bout sans que rien ne s'en détourne. Il n'y a pas à dire, on avait perdu l'habitude. Je trouve cet petit éditorial formidable. Je ne peux pas vous dire autre chose. Écoutons un troisième passage de cet audiovisuel public hier et de cette commission. Je pense qu'il faut bien distinguer ici, et je vous remercie de m'en donner l'opportunité, le travail d'un journaliste quand il est sous le contrôle de son employeur, notamment dans l'audiovisuel public, et la liberté d'expression syndicale qui est garantie par la Constitution. Notre syndicat défend ce qu'il considère être bon pour les conditions de travail, les intérêts des journalistes, la liberté de la presse, le pluralisme et l'information en général. Nous défendons aussi, de manière plus générale, une société juste, égalitaire, je pourrais développer, mais même si nous sommes indépendants des partis, nous avons toute liberté, en tant qu'organisation syndicale, oui, pour contester ou combattre des projets politiques que nous considérons dangereux pour les intérêts de ceux que nous représentons. Des syndicats de journalistes prennent position contre le programme politique de l'extrême droite, c'est vrai, mais comme c'est le cas pour des syndicats de magistrats, d'agriculteurs, de policiers ou d'enseignants, et c'est bien l'objet de la liberté syndicale. Alors là, c'est intéressant, donc vous avez un journaliste qui explique qu'on apprend à des journalistes de prendre position contre l'extrême droite qu'il faudrait définir. Ça passe un peu inaperçu. Je ne sais pas si vous avez vu l'ordinateur du collègue qui est à côté de lui. Oui. Il y a un petit autocollant sur l'ordinateur, il est marqué « La fusion, c'est non ». En fait, il parle de l'audiovisuel public, parce que le projet, c'était de fusionner un certain nombre d'entités. Donc en fait, il parle évidemment pas de manière totalement extérieure à toutes ces considérations politiques, puisque précisément, Charles Lalonde, il est à l'UDR, qui est allié au RN, qui veut privatiser une grande partie du service public. Donc évidemment que ça fausse aussi l'analyse qui peut être portée par ces syndicats. Et ce qui me frappe, Pascal, c'est que Philippe Bilger. Les journalistes, alors que les vrais politologues, je pense par exemple à Jean-Yves Camus, expliquent de manière très précise à quel point le terme d'extrême droite n'a plus aucun sens, eh bien les journalistes ne s'informent pas, ne lisent pas ces gens-là et continuent à utiliser un terme qui est passe-partout et qui est d'un confort absolu. Et moi, ce que je trouve assez révoltant... Pascal Pierre Garbarini. Pardonnez-moi, ce que je trouve assez révoltant, c'est le fait que le discours qui est prononcé ne vise que l'extrême droite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'extrême gauche, qui est représentée par LFI, quand même, pose un problème. Qui veut casser le Parlement? Qui veut mettre la Constitution et la République par terre? Aujourd'hui, qui est antisémite? Et là, on ne dit rien. Ça ne le gêne pas, ce monsieur?
Qui dit à des journalistes de se taire? Qui dit à des journalistes du service public de se taire? Qui dit, lorsque la police arrive, la République c'est moi? Et ça choque personne. Dans ce monde, je vous assure, dans ce monde journalistique, il y a combien de journalistes en France? Ah, c'est une bonne question. Bon. Le nombre de cartes de presse? Bon, le nombre qui votera Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle est important, hein. Ne vous y trompez pas. Et des journalistes qui voteront Jordan Bardella ou Marine Le Pen, vous n'en trouverez pas. Ils n'oseront pas le dire. Moi, c'est pas leur culture. Je pense que sur cette commission d'enquête, il y a aussi quelque chose. C'est que Mayalène Trémonet. Ils ont du mal à accepter que Charles Laloncle, qui est devenu la vitrine du DR, puisse sortir du lot grâce à cette commission d'enquête. Éric Ciotti, pour lui, c'est quand même un coup de communication formidable parce qu'il a un député brillant qui sort du lot, qui devient la vitrine d'un petit groupe. Ils ne sont pas énormément de députés. C'est un groupe politique récent, donc forcément, c'est une publicité énorme. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose d'insupportable pour ceux qui considèrent que c'est l'extrême. Et je renvoie tout à l'heure au petit billet que j'ai lu d'un téléspectateur fidèle, que je salue, et qui nous regarde chaque matin. Comme nous regarde chaque matin, l'art des transitions, notre excellent ami Thomas Hill. Magnifique. Bonjour Pascal. Comment ça va, cher Thomas? Très bien. Ce matin, je reçois une femme qui a renoncé à la télévision. C'est assez rare quand même dans ce métier, des gens qui décident d'arrêter la télé. C'est vrai. Alessandra Sublet qui viendra nous voir. Elle sort son premier roman aujourd'hui. Non, c'est vrai que la télé, c'est une. Je crois que c'est Thierry Ardisson qui disait que la télé, c'est une drogue, qu'il avait été essayé toutes les drogues et que c'était celle qui était la plus forte. Bon. Et on pense à lui, évidemment, Thierry Ardisson. 9h52.